Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous. À la une de l'actualité, des dizaines d'avions au sol. Ryanair sera en grève dès demain et pour 3 jours. Que faire si votre vol est annulé? Explication avec Sophia Kotsoglou dans ce journal. Sophie Wilmès se retire du gouvernement fédéral. La ministre des Affaires étrangères se met en congé car son mari est gravement malade. Nous en parlerons avec Baptiste Hupin. Le débat présidentiel en France avec une Marine Le Pen moins agressive, mais un Emmanuel Macron meilleur sur le fond. Analyse avec Adeline Percept dans un instant. Faire le plein coûtera moins cher à Braine-l'Alleud. La commune va aider certains habitants et remboursera une partie de la facture. C'est une première. Et puis un happy birthday à Elisabeth II, 96 ans aujourd'hui. La reine d'Angleterre est la monarque la plus âgée. Nous serons en direct à Londres en compagnie d'Anaïs Cordoba. Bonjour et merci d'être avec nous. Un coup de tonnerre au sein du gouvernement fédéral. Sophie Wilmès quitte ses fonctions. La ministre des Affaires étrangères se met en retrait pour une durée indéterminée. Et pour en savoir plus, rejoignons Baptiste Hupin, rue de la Loi. Des raisons personnelles, Baptiste, l'ont poussé à prendre cette décision. Oui, la ministre des Affaires étrangères fait un pas de côté pour soutenir son mari qui est atteint d'un cancer. C'est ce qu'elle a expliqué ce matin dans un communiqué à la tonalité très personnelle. La maladie s'est invitée brusquement dans nos vies, écrit-elle dans ce communiqué. Son mari doit entamer son combat contre un cancer du cerveau agressif, précise Sophie Wilmès. Sophie Wilmès qui veut donc évidemment être présente auprès de sa famille, de ses enfants, pour les soutenir dans cette épreuve difficile. Politiquement, cela signifie qu'elle se met en congé de ses fonctions ministérielles. C'est le terme exact, ce n'est pas une démission, c'est plutôt une mise entre parenthèses temporaire de ses fonctions de ministre. Elle peut reprendre son poste à tout moment et il n'y aura pas de nouveau ministre pour la remplacer. C'est Alexander De Croo, le Premier ministre, qui reprend ses compétences des affaires étrangères. C'est important de le préciser dans cette période tendue du conflit russo-ukrainien. Alexander De Croo, le Premier ministre, qui tient vraiment à soutenir Sophie Wilmès. Je peux parler dans le nom de beaucoup de Belges en disant qu'on lui donne beaucoup d'espoir et beaucoup de courage dans une période extrêmement difficile. Dans un moment comme celui-ci, pouvoir passer du temps ensemble, pouvoir être là en support, pouvoir être partenaire dans un moment comme celui-ci, c'est ce qui est le plus important et je pense que c'est le bon choix que Sophie Wilmès fait maintenant et on fera tout pour lui supporter. Merci beaucoup Baptiste pour cette interview et vos explications. Et cette information sera bien sûr évoquée ce soir dans l'émission Jeudi en prime. L'invité sera le secrétaire d'État Thomas Dermine. L'actualité politique cette fois en France. J-3 avant le deuxième tour de l'élection présidentielle. Les deux candidats reprennent la route ce jeudi au lendemain de ce fameux débat télévisé. Très suivi en Belgique, près de 400 000 téléspectateurs. Les Français étaient 15,6 millions. C'est moins qu'en 2017, ceci dit. Alors, le duel était aussi beaucoup plus courtois qu'à l'époque. Emmanuel Macron a misé sur l'offensive et donc Marine Le Pen s'est retrouvée dans une position plus défensive. Cédric Amiet et Quentin Warlop reviennent sur cette soirée. Match retour 5 ans plus tard. Et dès le départ sur le thème du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron critique la baisse de la TVA proposée par Marine Le Pen sur les produits énergétiques. On veut que les ménages qui en ont le plus besoin, qui sont à l'euro près, qui n'arrivent pas à finir de compléter le caddie, puissent toucher quelque chose. Le chèque est plus adapté que la baisse de TVA, qui, elle, n'est pas ciblée. Donc ça va nous coûter des milliards, alors que ça va profiter à des gens comme nous quatre, qui n'en avons pas besoin. Très vite, Marine Le Pen semble dans les cordes. Les mesures que vous proposez sont en même temps inefficaces, elles sont parfois mal calibrées. Plus calme et plus posée qu'en 2017, elle subit pourtant une nouvelle attaque concernant son prêt contracté en Russie. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Sur le thème de l'Europe, Marine Le Pen maintient sa position. L'Europe, c'est pas tout ou rien. C'est pas on prend tout et on ne dit rien, ou alors on ne prend rien. Je souhaite rester
dans l'Union européenne. Je souhaite profondément la faire modifier pour effectivement faire émerger une alliance européenne des nations. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, mais enfin, c'est une copropriété. Donc à un moment donné, dans une copropriété, vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, ça ne s'appelle plus la copropriété, ça s'appelle comme j'ai décidé parce que je m'appelle Madame Le Pen. S'ensuit 20 minutes sur l'écologie. Marine Le Pen est alors accusée d'être climato-sceptique. Je vais répondre à ce qu'a dit Emmanuel Macron. Je ne suis absolument pas climato-sceptique. En aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite. Sur le port du voile, Marine Le Pen maintient sa volonté de l'interdire dans l'espace public. Je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que ça veut dire que vous vous attaquez... C'est très grave ce que vous dites là, monsieur. C'est très grave parce que ce que vous proposez c'est très grave parce que ce que vous dites, c'est qu'en réalité, les gens n'accepteraient pas de se soumettre à la loi. Ce que vous dites est très grave. Elle est apparue moins agressive qu'il y a 5 ans, mais plus approximative que son adversaire. Lui, malgré son ton professoral, a été meilleur sur le fond et plus clair. Il a mieux maîtrisé l'exercice, comme il y a 5 ans. Et en attendant donc le résultat dimanche, comment décrypter cet échange entre les deux candidats? Vous avez suivi ça avec attention, Adeline Percept. Et en fait, hier soir, ce sont deux visions différentes de la France qui se sont opposées. Ce sont même deux France qui ne parlent pas le même langage. On a eu d'un côté un Emmanuel Macron énarque, technicien, qui s'est adressé très bien aux cadres, aux retraités aisés, aux professions intellectuelles, ceux-là même qui ont voté à plus de 30% pour lui. Il a été précis sur ses chiffres, pugnace, il a poussé Marine Le Pen sur la défensive avec des arguments technicistes. Et puis d'un autre côté, on a eu Marine Le Pen qui emploie des arguments, j'allais dire surtout des constats, qui parlent directement aux classes populaires, aux classes moyennes modestes, ceux-là même qui justement ont voté à plus de 30% pour elle. Au fond, elle parle le même langage qu'eux, le même langage que les familles qui ont une cuve à fioul chez eux. Et ces deux France qui ne parlent pas le même langage, eh bien c'était quand même comme un dialogue de sourds, presque une opposition de classe. Et on voit mal comment cette opposition pourrait disparaître d'un coup d'un seul lundi matin avec les résultats du scrutin. Après ce débat, on peut vraiment se demander comment le prochain quinquennat pourra se dérouler dans la sérénité. Merci beaucoup pour cette analyse, Adeline Percept, notre correspondante à Paris. Et si le pouvoir d'achat est au cœur de cette campagne en France, c'est aussi une préoccupation chez nous, bien sûr. Et épinglons cette première en Wallonie. Une commune va aider ses habitants à faire le plein. Cette commune, c'est Braine-l'Alleud. Alors là, comme ailleurs, c'est vrai, les prix des carburants ont grimpé en flèche. Mais là, le CPS pourra donc intervenir dans certains cas. Sandrine Lambiotte, Hichem Boukrouf et Clara Wirtz se sont rendus sur place. Des prix toujours très élevés à la pompe, mais la différence ici, à Braine-l'Alleud, c'est que certains des habitants pourront se faire rembourser une partie de leur facture. Une bonne nouvelle pour ces automobilistes. Oui, effectivement, chaque aide, je pense qu'on peut avoir de n'importe quel endroit, je pense que ce serait plus que nécessaire. Ça, c'est clair, parce que le prix de l'essence ne cesse d'augmenter, c'est une charge pour les ménages et bon, c'est un budget important quand on se déplace. Pour les déplacements, ça c'est sûr. Une mesure réfléchie pour soulager le budget des travailleurs. Elle intéresse chacun, mais vise surtout ceux dont le métier implique beaucoup de déplacements. Agents d'entretien, aides à domicile ou même agents immobiliers. Nous, on doit faire visiter des bâtiments, aller chez des clients. Donc c'est indispensable. On fait quand même beaucoup de kilomètres. Disons que même si c'est des petits trajets, on en fait beaucoup. Et donc... disons qu'on tourne à peu près à 35 000, 40 000 km par année, quoi. Maintenant, ça commence à se sentir, oui. D'autres profils sont également concernés par cette aide, comme les étudiants, les stagiaires et même les bénévoles. Déjà, on donne notre temps aux personnes nécessitantes ou nécessiteuses, et donc ça serait une juste rétribution. Certaines conditions existent tout de même. Il faut bien sûr habiter à Braine-l'Alleud. C'est en discutant avec les habitants de la commune que le président du CPS a eu cette idée. Comme ça, si on peut déjà faire 95%. En pratique, on va prendre en charge tout ce qui dépasse 1 euro le litre. Donc si par exemple vous avez payé 1,85 € à la pompe, le litre, on va vous donner 85 centimes par litre. Ça correspond à une aide sociale pour les personnes dans les conditions qui sont aux alentours de 150-200 €.
Pour toucher cette aide, il vous faudra remplir un formulaire en ligne reprenant vos revenus et vos dépenses de carburant sur le mois. La réponse du CPAS est promise dans les 30 jours. Dans la suite de ce journal, nous irons à Venise, une ville bientôt payante pour les touristes d'un jour. Valérie Dupont nous expliquera pourquoi. Rencontre avec un pisciculteur, une profession en voie de disparition. La faute au réchauffement climatique, nous le verrons. Et puis l'effervescence dans ce restaurant de Comblain-la-Tour. 9 mois après les inondations, l'établissement rouvre ses portes. Mais avant de développer ces informations, des témoignages glaçants venus d'Ukraine. Des volontaires de la Croix-Rouge racontent leurs conditions de détention par les forces russes. Alors ils ont été relâchés, mais aujourd'hui ils veulent dénoncer les traitements infligés aux Ukrainiens. Nous allons les entendre avec Joris Buluc et Alice Debatty. C'est dans cette maison que Volodymyr aurait été maintenu en captivité par les forces russes. Nous avons dormi ici en file. Au total, 41 personnes étaient détenues dans ce sous-sol, les yeux bandés. Le 18 mars dernier, Volodymyr aide des civils à fuir des villages situés sur la ligne de front dans le nord de Kiev. À un checkpoint, il se fait arrêter par l'armée russe, malgré son uniforme de la Croix-Rouge. Ils m'ont fait m'agenouiller, m'ont menotté, et couvert les yeux et m'ont interrogé. Dans une pièce froide, je portais un uniforme de prisonnier. La température était de 10-12 degrés maximum. Nous tremblions tous de froid. Nous avons aussi été battus pendant l'interrogatoire. Julia est arrêtée un jour plus tard et subit les mêmes traitements. Après une semaine, ils sont tous les deux transférés par camion militaire en Biélorussie, puis dans des centres de détention en Russie. Pendant tout ce temps, du début à la fin, j'ai vécu dans des tentes que les prisonnières devaient chauffer elles-mêmes. Les espaces là-bas ressemblaient à des cellules. On dormait par terre. Il n'y avait qu'un banc et une poubelle pour les fumeurs et pour uriner dedans. Le 9 avril, ils sont libérés avec 24 autres personnes lors d'un échange de prisonniers. Ils repartent avec ce document. Sur ce papier, leurs photos, leur date de naissance, leur couleur de cheveux et une indication affirmant qu'ils se sont opposés à l'opération militaire spéciale, le terme russe pour désigner l'invasion en Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo avec Caroline Dessogne. Juste après Affaires conclues, je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à demain.